Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer des extraits de vidéos qui font grand bruit sur le couple Macron. Cette histoire prend énormément d'ampleur aux États-Unis avec Candace Owens, proche de Donald Trump, et qui nous explique ce qu'elle a découvert dans la revue Faits et Documents établie par Xavier Poussard. Ce n'est pas sans vous rappeler que le seul document défense que Donald Trump avait décidé de garder précieusement était celui sur la vie intime du couple Macron. Alors, pourquoi était-ce Macron qui était si important ? Trump aurait pu choisir de garder des documents sur des concurrents directs, tels que Biden, mais non, il a trouvé que Macron était bien plus important. Vous découvrirez que l'histoire du couple Macron va bien au-delà du transgenre, et que l'inceste et la pédophilie est évoquée sur le média en 442. D'ailleurs, je vous invite au plus vite de cliquer sur les liens sous cette vidéo qui vous montrent l'intégralité des interviews. Allez, c'est parti, regardons ces extraits. Très bien les amis, nous étions top tendance hier en France. Oui, Candace Owens en France. Une grosse affaire, j'adore. Pourquoi ? Pour avoir mené une recherche fondamentale. Une enquête vraiment fondamentale sur les affirmations crédibles selon lesquelles Brigitte Macron est en fait née Jean-Michel Trogneux et a vécu pendant 30 ans en tant qu'homme avant de transitionner en femme. Et devinez quoi ? Emmanuel Macron est furieux. Il est très énervé. Regardez ce titre du Daily Mail. On peut y lire « Emmanuel Macron, furieux, s'exprime enfin sur les affirmations selon lesquelles sa femme Brigitte est née homme. » Oh ! Il est vraiment furieux. Il est tellement furieux. Que va-t-il faire ? Eh bien, je lui suggère de montrer des photos des 30 premières années de la vie de sa femme. C'est aussi simple que ça. Tant de colère, tant de noms, tant d'insultes, tant d'attaques ad hominem. Aucune tentative de débunkage. Pourtant, c'est si facile. C'est vraiment si facile. Pourquoi est-ce si important ? Certains se demandent pourquoi c'est important. Je veux juste vous demander de revenir en arrière. Vous êtes fous pour demander pourquoi quelque chose d'aussi énorme aurait de l'importance. Cela signifierait que la France est potentiellement dirigée par un menteur psychopathe et un pédophile. Telles seraient les implications s'il s'avérait que cette affaire est vraie. Cela signifierait également que l'ensemble de la presse française est impliqué dans la tentative de dissimulation de cet énorme mensonge. Pour quelle autre raison est-ce important ? Jetez un coup d'œil à ce tweet écrit par ce ressortissant français. Il se traduit en gros par « La folie, c'est d'avoir fermé les yeux, nous les Français, en 2017. Accepter qu'un enfant vampirisé par un adulte devienne notre chef, sans même se soucier de la morale et de l'éthique, sans même reconnaître que cela est forcément une incidence psychotique sur le bonhomme. » En d'autres termes, c'est très important, parce que, comme je l'ai dit, cela signifierait que la France, très semblable à l'Amérique, n'a pas de presse. Nous n'aurions qu'une extension du gouvernement qui fait semblant de rapporter les informations. Cette fois-ci, les informations sont très crédibles, si seulement ils voulaient en parler. L'histoire ici semble incroyablement crédible. Et je pense que c'est encore plus crédible en raison du niveau incroyable du détournement qui est en cours de la presse française dans son ensemble. La presse grand public attaque. Théorie du complot, débunkage, extrême droite, transphobe, bla 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 bla. Ces tours de magie ne fonctionnent plus. Réveillez-vous. Ça ne marche plus. Nous n'en avons plus rien à faire. Les habitants de tous ces pays en ont assez d'être régulièrement traités de tous les noms alors que vous n'avez aucune preuve du contraire. Et peut-être que la raison pour laquelle des gens comme moi existent et ont une tribune, c'est parce que vous avez menti sur absolument tout. Vous ne cessez de vous faire prendre en flagrant délit de mensonge. Je récapitule brièvement. Premier point, on prétend que Brigitte Macron a vécu en tant qu'homme, prénommé Jean-Michel, pendant 30 ans avant de devenir Brigitte. Voici une photo, côte à côte. C'est tout de suite très crédible. Deuxième point, Brigitte Macron affirme que non, Jean-Michel est son frère. Le problème, c'est que son frère a disparu. Elle prétend que son frère est en vie. Il serait très facile pour elle de se promener avec lui et de dire « Voici Jean-Michel ». Il se trouve que nous nous ressemblons, mais non, Brigitte Macron refuse de le faire. Et puis en termes de données généalogiques, les gens sont sur Internet et cherchent. Ce qu'ils ont révélé, c'est qu'une personne nommée Jean-Michel a existé pendant une trentaine d'années, puis a cessé d'exister. Et tout à coup, Brigitte Macron est arrivée et a existé. Donc oui, c'est problématique.
Troisième point, il n'existe aucune photo de Brigitte Macron au cours des 30 premières années de sa vie. C'est le point le plus important. Encore une fois, comme je l'ai démontré, il est très facile de montrer des photos de votre vie durant vos 30 premières années. En fait, c'est le contraire qui se produit. À un moment, la presse a essayé de faire passer une photo en noir et blanc de sa fille et a dit « Voilà Brigitte ». Une tentative désespérée de prétendre que Brigitte a existé en tant qu'enfant. Voici une photo côte à côte. Il s'agit manifestement de Tiphaine sur cette photo. Tiphaine est le nom de sa fille. C'est donc bizarre. Et c'est tellement bizarre qu'ils appellent la police, menacent les gens qui couvrent l'histoire. C'est vraiment bizarre. Quatrième point, la presse internationale n'a pas pu localiser son prétendu ex-mari avec lequel elle aurait eu 3 enfants. Et ce n'est pas rien. Lorsqu'Emmanuel Macron est devenu président, la presse internationale, qui n'essayait pas d'élaborer une théorie de complot, s'est contentée de dire « C'est bizarre, nous n'avons pas trouvé son ex-mari ». Et ce qui est peut-être encore plus bizarre, c'est qu'ils ont également essayé de faire passer une fausse photo de lui pour une preuve de son existence. Voici la photo de lui qui a été diffusée. Il s'agit en fait d'une photo de la faculté de l'école où Brigitte enseignait, à la Providence. L'homme sur cette photo s'appelle Claude Hugo, un collègue enseignant. Mais que se passe-t-il donc? Ce qui nous amène au 5e point. Si ces affirmations sont vraies, elles devraient faire l'objet d'une enquête. Cela signifierait que Brigitte Macron est en fait âgée de 78 ans, soit 8 ans de plus que ce qu'elle prétend. Ce que confirment d'ailleurs les diverses interviews accordées au cours des années, où Brigitte semble toujours oublier l'âge qu'elle est censée avoir. Par exemple, comme nous l'avons évoqué, elle a déclaré de manière peu plausible qu'elle vivait aux États-Unis lors de l'alunissage de 1969. Sauf que cela aurait fait de Brigitte une jeune fille de 16 ans. Elle a dit qu'elle vivait seule lors de l'alunissage. Non, les jeunes de 16 ans ne sont pas autorisés à vivre seuls aux États-Unis. Mais si elle avait 8 ans de plus, si Brigitte avait 24 ans, elle aurait très bien pu vivre seule. Tout en vivant comme un homme, Jean-Michel a engendré des enfants. Et ce sont les 3 enfants que vous voyez aujourd'hui. Nous allons donc passer cette partie en revue lentement. Rappelez-vous que la presse internationale n'a pas pu trouver la moindre trace de son prétendu ex-mari, qui aurait été un grand banquier. C'est un peu bizarre de ne pas pouvoir trouver un grand banquier. Ils ont dit qu'il s'appelait André-Louis Ozières. Son nom complet aurait été André-Louis Ozières. Il était désigné comme sous-directeur de la délégation régionale de la Banque française du commerce extérieur. La Banque française du commerce extérieur se trouve à Strasbourg. Le seul problème est qu'il n'existe aucune trace de cette banque dans le secteur bancaire. Oups! Le passé du couple présidentiel qui reste effectivement plus que mystérieux. C'est-à-dire ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien de leur passé. Et quand on fait cet entourage, on tombe sur des personnages complètement étranges, comme le personnage de Régine. Vous voyez, on retrouve Régine à plein d'endroits. On la retrouve dans l'entourage de Pierre Berger, on la retrouve au lancement de la carrière de Jean-Marc Borello, on la retrouve au lancement de la carrière de Michel Marchand, on la retrouve sur l'affaire Palmade, puisqu'elle a été la grande protectrice de Pierre Palmade. Donc la reine de la nuit, qui a bien expliqué dans ses mémoires que toute sa vie elle avait été l'État d'Israël, qui d'ailleurs lui a remis sa plus grande distinction, et que elle avait servi les Rothschild en expliquant qu'elle se tenait à côté d'eux et que chacun avait un rôle à jouer et que elle, comme les Rothschild, jouaient le même jeu de façon accomplie. Donc on retombe systématiquement sur cet univers de la nuit, Jean-Marc Borello. Là, on va être sur SOS Drogue International. Jean-Marc Borello, c'est un type qui est très important, mais il a été présenté par Le Point. Donc justement, c'était le point de départ de la réunion. Le type avait dit, si Jean-Marc Borello est là, c'est qu'il n'est pas là par hasard. Jean-Marc Borello, qui est éducateur à la base, qui est éducateur. D'ailleurs, il faudrait observer à chaque fois que Brigitte parle, quand les profs, ce qu'on appelle dans le langage familier, les profs parlent d'eux-mêmes, ils parlent d'eux-mêmes comme étant des enseignants. Un professeur se dira toujours que je suis enseignant, j'appartiens au corps enseignant. Vous regarderez bien que Brigitte, elle parle systématiquement des éducateurs, qui était une profession alors qui était complètement trustée par les réseaux trotskistes de l'après 68, très influencés par les problématiques, je dirais, de complaisance, sinon plus, vis-à-vis de la pédophilie. Et donc vous avez ce Jean-Marc Borello qui est à la base un éducateur. Il a une promotion dans les cabinets
ministériel socialiste dès l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée. Et quand vous prenez le début de carrière, c'est pareil, il y a un flou. Et il y a eu quand même un type qui a témoigné sur Internet en disant que le centre à Marseille où il était avant avait été secoué par une affaire de pédophilie. Donc il a quand même pas de chance. Ensuite, il s'occupe de SOS Drogue avec Régine et il plonge dans une affaire de trafic de stupes. Ensuite, il s'occupe avec Régine d'un centre de rééducation des jeunes en difficulté par le luxe et il va se retrouver encore une fois au cœur d'un scandale de pédophilie qui est le scandale de l'Institut des Tournelles puisque des gens riches venaient dans ce centre et il a été présenté au cœur par une des victimes qui dit bien que c'était un trio gagnant, c'est-à-dire le directeur de l'Institut, Robert Megel, Tremsal, le psychiatre, et Borello, qui était administrateur de ce groupe, sachant que le même Megel, donc qui lui a quand même pris 12 ans de prison pour pédophilie, était lui-même administrateur de SOS Drogue International. Et de tout ça, Borello aurait dû tomber, c'est-à-dire que logiquement, il aurait dû tomber. Ben non, il n'est pas tombé, il a été recruté comme prof à Sciences Po par Richard Descoings, c'est là qu'il a formé Emmanuel Macron, soi-disant, au concours de l'ENA que Emmanuel Macron n'aurait évidemment jamais dû avoir, puisqu'il a refusé, il a pas répondu à la question qui lui était posée à l'oral. Demandez à Éric Zemmour comment ça s'est passé pour lui, l'oral de l'ENA, ça l'intriguera de savoir que Emmanuel Macron, lui, a réussi à avoir l'oral de l'ENA sans répondre à la question qui lui était posée. Et donc ce Jean-Marc Borello a pu se développer et a créé un truc qui s'appelle l'économie sociale et solidaire, donc qui est ni de l'économie, qui est ni sociale et qui est pas solidaire du tout, et qui a un système qui s'appelle la privatisation de l'État-providence et du tissu associatif français par un groupe absolument tentaculaire et complètement opaque et qui récupère des tas de marchés depuis que Macron est au pouvoir dans la déradicalisation, dans l'accueil des migrants. Alors la déradicalisation, c'est une tarte à la crème, mais maintenant ils veulent ouvrir des centres de déradicalisation pour les nationalistes, gérés donc par le dit Jean-Marc Borello, l'accueil des migrants, etc., etc. Et donc vous êtes sur quelque chose qui devient complètement dysfonctionnel et hors de contrôle. Et la biographie de Jean-Marc Borello, je m'étonne d'être le premier journaliste en France à produire une biographie de Jean-Marc Borello, alors qu'on a des tas de témoignages qui nous expliquent que quand il y a le bureau politique de La République En Marche, c'est quasiment lui qui parle le plus fort et qui dicte tout à tout le monde. On a un témoignage de Louis Gallois, qui a été patron de la SNCF, il me semble, qui le raconte. Donc tout est en source ouverte. Et ce type-là, encore une fois, a été primé par la Fondation Schwab, du Forum de Davos, etc. Parce que c'est le pape de ce qu'ils appellent effectivement l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire la privatisation de l'État-providence. Donc ça, il y a un vrai sujet sur Jean-Marc Borello, qui est quand même un personnage complètement hallucinant et trop méconnu. Et puis, il y a effectivement des tas de nominations qui sont complètement étranges avec, je le redis, la pédocriminalité, mais non pas seulement la pédocriminalité en toile de fond, mais aussi la problématique de l'inceste. Voilà mes amis, ce que vous venez de voir, ce ne sont que de tout petits extraits. Dans ces interviews, beaucoup de noms sont cités comme les Duhamel et bien d'autres. Sur le média en 442, ils évoquent également le club du siècle. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, vidéo que j'ai appelée les loups de la presse. Et vous pouvez cliquer ici sur cette vidéo pour bien comprendre comment fonctionne ce club très fermé. Je vous quitte et n'oubliez pas de partager un maximum pour diffuser cette information. Allez, bon dimanche à tous.